outro fator é entender Toda experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Émeric. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel entretien des héritiers de l'avenir. Jean-Marc, tout le monde te connaît, on ne rappellera pas l'ensemble des mandats qui ont été les tiens, même si on va les voir successivement. Puis tout le monde se souvient aussi du fait que tu as été évidemment Premier ministre de François et aussi ministre des Affaires étrangères dans une seconde partie du quinquennat. Mais c'est pas tellement à ce titre-là qu'on te reçoit, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette période-là. Mais c'est plus évidemment sur ton parcours au sein du Parti socialiste et l'ensemble des mandats électoraux, et ils furent nombreux, que tu as conquis à chaque fois, souvent de haute lutte d'ailleurs, alors même qu'aujourd'hui tu n'exerces plus aucun mandat électoral, que tu es juste. Évidemment un membre éminent des instances de la Fondation, mais aussi président de la Fondation qui a, pour la mémoire de l'esclavage, peut-être sur lequel on reviendra, parce que ça a évidemment un lien très fort avec la ville de ton cœur, Nantes. Tout de suite, commencer par une question toute simple, que je pose à chaque fois, pratiquement. Quel est le cheminement qui est le tien pour arriver au Parti socialiste assez tôt, finalement, au tout début des années 70? Moi, je viens du monde rural, enfin, d'une petite commune de un peu plus de 2000 habitants, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Donc, je suis quand même, par mon milieu, assez éloigné de la politique, mais pas désintéressé par les questions de la société et de son évolution. Donc, je vais adhérer assez vite, dans la tradition familiale, à un mouvement qui s'appelle le mouvement rural de la jeunesse catholique, et où je vais faire, en quelque sorte, mon apprentissage politique, parce que, évidemment, on va être confronté aux questions de la jeunesse, des mutations de la société, du conservatisme ambiant, et ça se passe dans la fin des années 60, donc très peu de temps avant mai 68. Donc en mai 68, moi je suis au lycée, à Cholet, et je me mets spontanément, du fait de ces engagements, dans le comité d'action lycéen. Bon, je ne monte pas à Paris, je n'ai pas vécu ce que d'autres ont vécu de cette période extraordinaire, mais je vais très vite souhaiter qu'il y ait un débouché politique à ces revendications, à la fois sociétales et sociales, profondes, qui vont changer beaucoup de choses en France. Et donc je vais regarder, quand j'arrive à l'université, alors cette année 68, j'ai passé mon bac en 68. Parce que parfois on ironise, mes filles me disent « Oh, bah, toi, tu as eu le bac en 68, c'est facile. » Mais enfin, après, j'ai continué mes études. Oui, c'est ça, tu t'y es pas arrêté, quoi. Voilà. Et donc, je vais regarder à la fac ce qui est proposé comme engagement politique, comme débouché politique à cette aspiration déçue, puisqu'il y a eu la fameuse majorité forte, bleu horizon, que De Gaulle a obtenue après sa dissolution. Et je ne vais pas retrouver une vraie réponse. Moi, j'étais intéressé par l'union de la gauche, déjà. C'était ma réflexion personnelle. Et je ne trouve pas cette réponse à l'université. Tu ne la trouves pas parce que beaucoup, à ce moment-là, vont dans des mouvements de jeunesse plus ou moins liés au trotskisme, dans les différentes branches, ou au maoïsme un peu plus tard. Tu le vois, mais ça ne t'intéresse pas. À l'université, je vois tous les groupes. Bien sûr. Alors, je vais regarder du côté du PSU, mais ils sont encore plus gauchistes que certains groupes trotskistes. Donc, en fait, je vais me mettre en situation d'observation, d'attente. Je regarde ce qui se passe du côté de la gauche socialiste, mais ça ne m'enthousiasme pas, parce que moi, je reconnais une figure qui est celle de François Mitterrand, mais je ne le vois pas dans les instances du nouveau Parti socialiste avec Savary. Et donc, je vais attendre un peu. Et il se trouve que j'ai fait connaissance avec un certain nombre d'amis à l'université qui sont engagés à la Convention des institutions républicaines et qui ont mis une petite affichette dans une salle auprès d'une salle de l'université, et qui invite à une réunion avec le thème « Venez participer au congrès du Parti socialiste qui va se réunir bientôt, de l'unité des socialistes ». On est 3 à assister à cette réunion, et ça m'a intéressé parce que je vois qu'il est en train de se passer quelque chose, et je dis, moi ça m'intéresse, je veux bien m'inscrire. Et donc je vais m'inscrire ce soir-là pour participer au vote du congrès d'Épinay sans être adhérent d'une des formations fondatrices
comme le Parti socialiste avec Savary et les clubs. Et les clubs, les JCS, voilà, dont et la CIA. Donc je vais voter, comme on nous a appelé à l'époque, les inorganisés. On pourrait dire les adhérents directs. Donc je me souviens, c'était dans une arrière-salle de bistrot. C'est pas les adhérents à 20 €, mais c'est à peu près ça. Je ne sais même pas si on avait payé. C'est à peu près Donc ça. je m'inscris et je vais recevoir les motions au Congrès sur lesquelles je vais me présenter. Je suis d'ailleurs avec ma femme, Brigitte. Oui. Déjà, on fait la même démarche. Et on va recevoir ces motions et je ne connais personne. À part François Mitterrand dont j'ai parlé, Guy Mollet, mais c'est pas ma tasse de thé à l'époque. Et donc je vais lire tous les textes, qui sont d'ailleurs assez brefs, à la différence des périodes qui auront suivi où il y avait de la littérature presque illisible. Et je vais m'attarder sur une motion. Enfin, à vrai dire, je cherche la motion Mitterrand. Et je ne la trouve pas. Et un de mes amis qui m'avait invité à cette réunion me dit « Mais la motion Mitterrand, c'est celle qu'il soutient. C'est la motion Mermas-Pontillon. » Donc je la lis, mais je ne la trouvais pas assez dynamique, assez puissante. Et je continue ma lecture et je tombe sur la motion présentée par Jean Poprennes, que je ne connaissais pas. Et là, je trouve une analyse de la société, notamment ce qu'on avait appelé l'évolution du salariat, Oui, bien sûr. pas seulement la classe ouvrière, mais aussi les couches techniciennes, enfin, ce qui va constituer la notion de front de classe, qui sera reprise ensuite par le Parti socialiste et François Mitterrand lui-même. Et ça, c'est l'analyse sociologique, les évolutions de la société, les attentes de la société, et quelle stratégie on peut proposer pour répondre à cette attente. Et c'est là qu'il théorise la stratégie d'union de la gauche, mais qui passe par la construction d'un parti socialiste fort et qui clarifie ses relations avec les autres formations de gauche et qui, surtout, clarifie ses idées. Donc ça me séduit, et avec Brigitte, on va voter la motion M, la motion Poprennes. Sans avoir aucun lien, sans avoir connu son parcours politique précédent, parce que Jean Poprennes, il a un long parcours politique, quoi, une famille, etc. J'ai lu qu'il avait été en rupture avec le Parti communiste après l'intervention en Hongrie, enfin bref, mais qu'il était un des fondateurs du PSU, etc., qu'il en avait été exclu, enfin bref, je m'intéresse à ça, mais c'est surtout le texte qui me plaît. Mais par contre, je vais être déçu à Épinay, parce que je pensais que toutes les motions les plus proches du point de vue politique ou idéologique allaient se retrouver ensemble pour former la majorité. Et puis finalement, il y a une alliance un peu tactique qui se fait, et Poprennes se trouve dans la minorité, renvoyé avec Savary, et Mitterrand devient premier secrétaire, ce qui me convient, mais j'ai voté la motion M, je me sens pas tout à fait à l'aise, parce que j'ai pas envie d'être dans la minorité, en quelque sorte. Donc je vais regarder du côté du CRS, voir si je pourrais pas éventuellement rejoindre ce courant qui est en train de se développer. Finalement, ça va pas me séduire non plus, je vais attendre. Et puis je ne vais pas attendre longtemps, parce que très vite, Poprennes va être intégré par Mitterrand dans la majorité. Donc ça, c'est les tout débuts. Et les tout débuts d'un parti socialiste qui va monter en puissance de façon absolument incroyable. En particulier, moi j'ai vécu la campagne des élections de 1974, où là on espérait vraiment la victoire de François Mitterrand, et j'étais extrêmement heureux de voir que énormément de gens nous rejoignaient. Il y avait une vraie dynamique d'adhésion. Faire campagne, puis ensuite adhérer au Parti socialiste, et souvent des gens qui n'avaient jamais voté socialiste, qui votaient plutôt communiste ou PSU, et qui d'un coup se disaient, ben voilà, il se passe quelque chose, il y a une offre, on y va, on y va. Et comme ça, je me retrouve adhérent dans la section de Saint-Herblain du Parti socialiste, qui était une section tout à fait naissante, dans un département où la tradition SFIO était plutôt dominante, avec des responsables de la fédération qui étaient engagés dans une alliance à la mairie de Nantes avec le centre et la droite, ce qu'on appelait les municipalités de troisième force. Et moi, j'arrive à Saint-Herblain, à la section. On était très peu nombreux, on se réunissait dans une arrière-salle de café, et puis là, on va cheminer petit à petit. C'était sûr que c'est l'alliance nantaise, mais qui n'était pas une exception, c'était quelque chose d'assez fréquent. Dans pas mal de villes. Dans pas mal de villes, Toulouse, Marseille, bien sûr, etc. Alors, c'était pas tout à fait la ligne de Jean Poprennes, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'était pas non plus la ligne de Mitterrand, parce qu'il va d'ailleurs extrêmement engagé sur l'union de la gauche. Bien sûr. Qui va d'ailleurs servir le Parti socialiste, puisqu'il clarifie ses alliances, il va apparaître crédible pour une bonne partie de l'électorat de gauche, il va adopter son programme, et puis finalement, c'est la force qui va monter. C'était le pari de François Mitterrand, son fameux discours au Congrès de Vienne de l'Internationale socialiste, et qui va être gagné. Devant le scepticisme des sociodémocrates européens, c'est Mitterrand qui l'emporte. Voire les craintes, même. Ah oui, mais même y compris dans les périodes les plus dures, où le Parti communiste attaquait les socialistes,
Mitterrand a gardé cette ligne unitaire. Et c'est ce qui nous a permis de Alors, je m'arrête juste quelques instants, parce que, évidemment, pour un certain nombre de personnes qui ont vécu ces périodes, ou des gens comme moi qui s'intéressent à l'histoire du Parti socialiste, la figure de Jean Poprennes dit quelque chose. Mais fondamentalement, et elle a beaucoup apporté, le courant a beaucoup apporté sur le plan idéologique. Tu faisais référence au front de classe, qui a été une des, qui issue des réflexions des années 60, de Serge Mallet aussi, etc., sur ces nouvelles classes ouvrières, quoi, voilà. qui est des couches du salariat qui s'étaient développées. Ce qui était important chez Poprennes, c'est que, à la différence peut-être de Mallet, qui distinguait en fait ces nouvelles couches comme successeurs de la classe ouvrière, lui, Poprennes, son idée, c'était de rassembler tout ça dans un front de classe, ou considérant que même s'il y avait des divergences d'intérêts immédiats, fondamentalement, c'était les mêmes intérêts et qu'il fallait les défendre et qu'il fallait donner un débouché politique au salariat, et notamment ce salariat nouveau, dont les intérêts fondamentaux avec la classe ouvrière étaient les mêmes. Alors, justement, comment ça se passe dernière petite question sur cette histoire de courant, parce que c'est un monde de dinosaures, pratiquement les courants. Aujourd'hui, on a oublié un peu la force idéologique qu'il y avait dans chacun de ces courants, avec des revues souvent, des écoles de formation, le CRS, Poprennes, Rocard, Jox aussi dans son sous-courant était très actif en la matière. Comment se passait comment s'organisait la vie du courant autour de Jean Poprennes, parce que ce courant a perduré très longtemps en réalité. Ça a été un de ceux qui a duré le plus longtemps. Oui, même. alors oui, à la fin de l'histoire du courant, moi je me suis éloigné après mon élection à la mairie de Nantes parce que je ne me trouvais pas en accord avec, je dirais, les aspects plus tactiques. Mais c'est vrai que les courants ont parfois dérivé dans des écuries de pouvoir, conquête du pouvoir à l'intérieur du parti ou de position électorale. Mais dans les premières années du Parti socialiste, d'après Épinay, ces courants ont vraiment eu une vie intéressante, très, très utile au collectif que nous formions au Parti socialiste. Et donc c'est vrai qu'il y avait régulièrement des réunions, soit des fédérales, soit nationales. J'ai participé à de nombreuses réunions autour de Jean Poprennes et de Colette Audry, qui est aussi une grande figure. C'était des intellectuels militants, en fait. Lui comme Colette Audry, des gens qui pensaient, qui analysaient, mais qui en même temps étaient des hommes et femmes très engagés dans l'action concrète, et qui voulaient vraiment changer les choses. Et c'est comme ça que d'ailleurs... je crois que le collectif socialiste s'est enrichi. On parlait du front de classe tout à l'heure. Mitterrand l'a adopté, l'a intégré dans les textes fondamentaux du parti. Donc les courants, à la différence d'aujourd'hui où ça n'existe plus, c'était vraiment un enrichissement politique très, très important. Et c'est pour ça que la proportionnelle avait été mise en place pour ne pas casser cette dynamique, on va dire, de construction politique. C'était même la base de l'accord d'Épinay. Absolument. Mais ça a fonctionné. Faire le nouveau parti socialiste. Ça a fonctionné une longue période jusqu'à l'arrivée et l'exercice du pouvoir, où là, ça a effectivement un peu dérivé. Alors, revenons sur ton ancrage local. Parce que c'est quand même une des spécificités du Parti socialiste qui se reconstitue dans les années 70 et dans les années 80. Oui. C'est finalement de s'être certes adossé à une vision du monde, avec une stratégie, tu y faisais référence tout à l'heure, l'union de la gauche, mais j'allais dire surtout, en tous les cas aussi, avec des hommes et des femmes qui prennent le temps de s'ancrer dans leur territoire, et qui labourent le territoire, qui conquièrent, qui perdent, qui reconquièrent des positions. Toi, tu deviens maire de Saint-Herblain en 1977. Tu as d'ailleurs, à l'époque, je crois, le plus jeune maire d'une ville de plus de 30 000 habitants. Oui, tout à fait. Mais tu as été élu un an avant. Oui, conseiller départemental. Général, oui. Alors, général, à l'époque. Comment ça se passe? Parce qu'entre le moment où tu rentres au parti, en faveur de Poprennes, in fine, le fait de devenir conseiller général en 76, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, quoi. C'est la question que François Mitterrand m'avait posée quelques mois après mon élection. Comme quoi ma question était bonne, alors. Absolument. Il me dit, mais comment vous avez fait pour battre le député? Mais bien sûr. Alors, en fait, en 76, j'étais devenu secrétaire de ma section, qui était une jeune section, la droite était à la mairie en 76, à Saint-Herblain, une ville de plus de 30 000 habitants.
Je deviens secrétaire de section, donc je fais le travail d'animation, je suis aussi au bureau fédéral, je m'occupe de ce qu'on appelait à l'époque la propagande, Oui. J'étais secrétaire à la propagande. Comme le fut Jean Popren d'ailleurs à Absolument. plusieurs reprises. C'était un poste réservé aux poprénistes, en quelque Je sais sorte. pas, mais en tout cas on dirait pas ça aujourd'hui. Non, on dirait communication aujourd'hui. Absolument, puis encore. Et donc, comme on a fait allusion aussi au fait qu'à Nantes, il y avait une alliance centriste et droite avec les socialistes à la mairie, et parmi eux, il y avait un député, Christian Chauvel, qui était aussi conseiller général de Saint-Herblain-Nantes, Nantes-Ouest. À l'époque, les cantons n'avaient pas encore été découpés, donc c'était un très grand canton, et comme la direction du parti avait demandé aux socialistes nantais de se mettre en groupe d'opposition, de ne plus participer à cette majorité avec la droite et le centre, un seul socialiste avait accepté, c'était Alain Chenard, et tous les autres étaient restés. Et donc, de fait, c'était mis hors du parti. Donc, ce conseiller général député socialiste n'était plus socialiste, donc considéré comme tel. Donc, le parti décide de présenter quelqu'un. Mais on était quand même inquiet, parce qu'il était député, il était implanté dans son canton, et donc les communistes étaient à l'affût en se disant ça va être notre chance parce que les socialistes vont se diviser, les voix vont se disperser. Et on va récupérer le canton. La droite pensait pareil, etc. Et donc je suis désigné, secrétaire de section, désigné candidat, mais un peu comme ça, je dirais pas sacrifié, mais en se disant, oh là là, ça Va porter le drapeau, quoi. Absolument. Et puis, en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Là, j'ai fait une très bonne campagne de terrain que les autres, à part les communistes, n'ont pas fait. On était 4. Il y avait le socialiste SFIO sortant, exclu donc. Il y avait le communiste, il y avait un RPR et moi. Et j'arrive en tête. 37,5%. C'est incroyable. Parce que les gens... C'était la jeunesse, ce mouvement que j'évoquais, l'étiquette, le etc. renouveau, la jeunesse, et puis le fait qu'il y avait une force qui était en train de d'émerger et que ça intéressait. 37,5%. Je me retrouve donc face aux sortants ex-socialistes, alors qui étaient dépité parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça, qui étaient arrivés derrière moi à quelques points près, et donc on est face à face au deuxième tour. Et là, au deuxième tour, je l'écrase complètement, je le bats à 67,5%. Donc ça a créé quelque chose qui fait que dans d'autres cantons, on avait aussi progressé. On reste minoritaire au département, mais c'est un fait politique, quoi. Ouais. Et donc l'année suivante, c'est les municipales. Je dirais presque naturellement, on dit, écoute, tu as été élu conseiller général, c'était un peu incroyable, et puis finalement... Maintenant, il faut confirmer, tu es quoi. un peu connu, donc ce sera toi. Alors j'accepte, j'avais 27 ans, donc c'était quand même aussi une épreuve, et il y a deux listes finalement, la liste de gauche que je conduis, et puis le maire sortant, Michel Chauty, sénateur RPR, président de commission au Sénat, etc., bien implanté depuis 65. Il n'y avait que deux listes, et on le bat au premier tour. Oui, en même temps, il n'y avait qu'un tour. Oui. Et Vous le premier tour, on le bat. Vous le battez largement. 56 et quelques. Ouais. Et alors, ça a été aussi une surprise. Et donc, et le soir des élections municipales à la télévision, François Mitterrand fait à 20h, enfin le lendemain soir plutôt, le lundi, et il dit c'est un fait politique, nous avons gagné de nombreuses mairies, et ici toute une liste de nouveaux maires, hommes et femmes. Il y avait Françoise Gaspard notamment à Dreux, où on va se réunir quelques jours après avec tour de François Mitterrand, ou Georges Lemoine à Chartres par exemple. Donc on avait fait gagner énormément de mairies. Et François Mitterrand considère que c'est quelque chose qui va préparer l'avenir. Et il dit aussi c'est une nouvelle génération, dont un certain nombre qui sont des sabrats, qui sont nés au Parti socialiste, qui n'ont appartenu à aucune autre formation politique avant. Et puis il cite quelques noms, il cite Françoise Gaspard, et il cite Jean-Marc Ayrault en disant « et d'ailleurs qui n'a que 27 ans ». Donc il adresse un message, et je me souviens de ce qu'il avait dit pendant la campagne des élections municipales en 77. Il était venu à Angers, il avait dit « quand Angers sera socialiste, alors la France deviendra socialiste ». En fait, Angers a basculé aussi avec Jean Monnier. Donc, ce phénomène va se retrouver dans toute la France, mais particulièrement dans l'Ouest, que ce soit dans les Pays de la Loire ou en Bretagne, qui sont des régions quand même assez conservatrices et centristes traditionnelles, où là, le basculement vers le Parti socialiste va s'amorcer, et effectivement, 77 va préfigurer la suite, et en particulier 81. 77, 89... Tu restes maire de Saint-Herblain, donc c'est quand même 2 mandats, 12 ans, dont la victoire de 83, qui n'était pas aisée, parce que autant en 77, la vague rose et rouge, il y a un reflux, progresse, mais en 83, c'est
un moment difficile déjà Oui. pour l'implantation locale. C'était 2 du ans Parti après socialiste. 81, donc il y a une forme de vote sanction, quelque part. Bien sûr. Une démobilisation d'électorats de gauche, pas très content de certaines mesures. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on perd Nantes, d'ailleurs. Oui. Et donc en 89, un peu avant, décembre 88 me semble-t-il, tu déclares Octobre 88. octobre 88 ta flamme nantaise. Après avoir beaucoup hésité. Alors c'est pas facile parce que tu es de Saint-Herblain, tu vis à Saint-Herblain, ta vie Je est suis à député Saint-Herblain. maire de Tu es Saint-Herblain. député maire de Saint-Herblain parce que tu as été élu député en 86. Donc comment voilà l'aspect alors il était plus admissible à l'époque qu'aujourd'hui, mais l'aspect un peu entre guillemets parachutage. Mais bon, Saint-Herblain, Oui, là, on c'est faisait juste à que- côté. on Hein, faisait ça que touche. traverser la rue, hein. Voilà. Bah, Il j'étais- n'empêche que c'est pas la même Non, commune. mais c'est pas évident. C'est pas évident. Comment- Pourquoi J'étais- tu y vas et comment tu le fais accepter ou est-ce que il n'y a pas eu de problème d'acceptation des Non, camarades j'ai- nantais à l'époque? J'ai beaucoup hésité et j'ai même dit que je ne dirais pas, que je voulais rester fidèle à mes électeurs de Saint-Herblain. Mais j'étais en même temps député de Saint-Herblain et de Nantes-Ouest. Ma circonscription des Nantais avait déjà voté pour moi, aux législatives de 86 et de 88. Donc il y avait une certaine habitude. Et puis il y avait une lassitude des Nantais à l'égard du maire sortant, qui était celui que j'avais battu à Saint-Herblain. Michel Chauty, je le bats à Saint-Herblain en 77. Il reste sénateur, il est appelé à droite pour conduire la campagne des municipales de 83. Il gagne, mais ça se passe très mal pour lui et pour sa majorité. Division, déchirement, puis absence de politique ambitieuse. Il renonce même à se représenter. Et donc je me présente, mais je ne l'ai pas fait spontanément. C'est-à-dire que petit à petit, un consensus se crée, alors à la fois localement et nationalement, disant il faut absolument qu'on regagne Nantes. C'est pas possible qu'on laisse cette mairie à la droite. Il y a une possibilité, il faut y aller. Mitterrand vient d'être élu président de la République, il y a un contexte politique. Donc tout le monde regarde un peu ce qui se passe à Nantes. Il y a même eu des tentatives de Claude Évin à faire un petit tour. Mais Claude Évin était ministre, Michel Rocard lui dit non, tu restes au gouvernement, tu ne peux pas... Parce que Claude était à Saint-Nazaire. Voilà, c'était quand même très compliqué. Donc les socialistes nantais réfléchissent, on se dit, bah oui, mais Jean-Marc réussit bien à Saint-Herblain, il a été réélu en 83, il est député. Il y a un certain nombre de gens qui commencent à diffuser des appels pour que je me présente. Et il y a un appel d'élus nantais ou de maires de l'agglomération qui disent, il faut que Jean-Marc Ayrault y aille. Et donc, je ne peux pas être insensible parce que ça crée un consensus. Moi, de toute façon, je ne pouvais pas partir sans avoir l'appui des militants, sans avoir l'appui des élus. Je n'avais pas du tout l'intention de passer en force. Ce n'était pas du tout ma conception des choses. C'est vrai pour beaucoup de choses après, d'ailleurs. Et puis, j'avais aussi Alain Chénard, proche de Pierre Mauroy, ouais, et qui, lui, avait été battu en 83, puis qui avait une sorte d'envie de revanche, quoi. Et je le comprends très bien. Donc, j'avais à résoudre cette question, et je ne voulais pas le faire contre Alain Chénard. Si je le faisais avec lui, aussi dans mon équipe. Et donc, ça a été traité à la fois localement et nationalement. Je suis convoqué avec Alain Chénard chez Pierre Mauroy, premier secrétaire, qui dit, écoutez les amis, il faut regagner cette ville. Et nous, on a réfléchi à Paris, à la direction. C'est Jean-Marc qui est le mieux placé. Alain, je sais que c'est dur pour toi, dit Pierre, mais c'est comme ça. Et donc, il faut que tu en prennes un peu ton parti. Mais Jean-Marc, c'est à toi de trouver une solution pour associer Alain. Ce que je ferai. Et puis, François Mitterrand avait fait passer ses messages, était favorable. Jean Popren poussait que j'y aille. Et Michel Rocard m'a reçu. Et on discute tout à fait sympathiquement. Et il me dit, mais tu peux être mon candidat. Alors, tout le monde voulait me soutenir, en fait. Et donc, ça va se faire. Donc, ça va se faire de façon consensuelle. Et je vais trouver une solution. Je vais associer Alain Chénard. Je vais lui confier une très haute responsabilité, notamment c'est lui qui va gérer toute la politique du développement du tramway qu'il avait lancé déjà quand il était maire. Et donc on s'est extrêmement bien entendu. Et on est devenus amis quelque part. Et je pense que ça, que ça soit de son côté, que ce soit du mien, la manière de faire pour organiser les choses, de faire en sorte qu'on ne passe pas systématiquement au coup de force ou en élimination des camarades, parce que c'est parfois la tendance qui se pratique dans les partis, et notamment le Parti socialiste, ça m'a plutôt servi. Hein. Et donc en 89, je conduis cette liste de large union. Il y avait même des écologistes déjà qui n'étaient pas à ELV parce que ça n'existait pas.
Il y avait des communistes, bien sûr, des radicaux, puis pas mal de divers. De société civile, quoi, de personnalité de la ville. Et on l'emporte au premier tour. Ouais. Avec une forte participation. On l'emporte au premier tour. Alors, on gagne au premier tour de 150 voix, mais c'était 50% plus 150 voix. Il y avait 10 000 voix, il y avait quand même 10 000 voix d'écart avec la droite. On avait quand même Oui, il y avait un écart. Et après, c'est la suite de l'histoire. Hein. C'est effectivement... Est-ce que tu ne seras jamais battu? Non, puisque je me représente... J'ai fait 4 mandats à Nantes. En fait, même dans toute ta vie électorale, tu n'as jamais connu la défaite. Non. Ce qui est assez rare quand même. Oui. Je veux dire, parce que souvent, dans l'histoire des hommes et des femmes du parti, il y a des moments de défaite, il y a des victoires, etc. Et on s'accroche, quoi. Toi, tu as eu la chance... Oui, ça c'est comme ça. De n'avoir jamais été battu. Non, mais enfin, à la fois, bon, il faut créer les conditions politiques. Hein, bien sûr. Notamment à Nantes, ce qui n'était pas évident, parce que tout le monde disait, mais Nantes, ça change à chaque fois. Mais finalement, on a balayé par la preuve que ce n'était pas vrai, et qu'il y avait toute une ville qui finalement l'a montré depuis, avec l'élection de Johanna Rolland. Oui, bien sûr. Elle est ancrée à gauche. Alors c'est vrai qu'on a fait évoluer politiquement le territoire. Moi je le vois bien, le département de Loire-Atlantique est passé aussi à gauche. C'est un des rares qui est... 2004. Et puis il est resté encore cette fois-ci. Et aujourd'hui avec Michel Ménard. Voilà, donc ça se conquiert, tout ça, et effectivement, mais je pense que la manière de faire... Alors c'est vrai que l'exercice du pouvoir local, au-delà de l'engagement militant, qui était le mien au début, j'ai parlé d'Épinay, c'est aussi la démonstration qu'on peut faire à des électeurs sceptiques que les socialistes, aux responsabilités, à la fois peuvent rester en cohérence avec leurs idées, leurs valeurs, puis en même temps transformer les choses concrètement et améliorer la vie des gens. Et donc ça a été un argument, je dirais, extrêmement fort pour la poursuite de la conquête politique à l'échelle nationale. Et c'est d'ailleurs quand on décroche, quand on exerce le pouvoir, notamment au gouvernement, quand on décroche entre les engagements politiques ou les valeurs et la réalité de la politique, que là, une partie d'électorat s'en va. Et passe pas forcément de l'autre bord, mais se met souvent en retrait. En retrait, s'abstient. Et souvent, c'est comme ça qu'on perd. Moi, j'ai été candidat aux législatives de 93, j'ai été réélu, mais beaucoup de mes collègues socialistes ont été battus alors qu'ils étaient d'excellents députés, très bien implantés sur le terrain, parce que là, il y avait un décrochage, énormément d'abstention. Donc j'ai réussi à maintenir, ça a été de haute lutte. C'est l'élection la plus difficile que j'ai connue d'ailleurs. Et 93 d'ailleurs, on sentait un désenchantement extrêmement fort. On se souvient que beaucoup de députés socialistes ont évidemment été battus. Il y en a qu'un, je crois, qui arrive à être élu pour la première fois en 93, c'est Jean Glavany, à Tarbes, qui arrive. Pyrénées. Voilà, qui arrive. C'est l'exception de 93. Revenons un peu sur ta première élection comme député, parce que ta première élection, c'est 86. Oui. Et donc 86, c'est la proportionnelle. Absolument. Comment ça se passe dans la fédération parce que, bon, certains qui ont participé comme ça aux désignations dans un scrutin uninominal, c'est finalement pas très compliqué, c'est assez simple. Les gens se présentent et il y a un vote, etc. Sur une affaire de liste, les choses sont un peu plus complexes. Absolument. Surtout dans une fédération, Loire-Atlantique qui est une fédération puissante, où il y a quand même des courants relativement importants. Le CRS a été souvent important dans la fédération de Loire-Atlantique, les Rocardiens aussi, Popren évidemment. Donc comment ça se passe, cette constitution de liste en 86 ? Moi, je suis donc réélu en 83 maire de Saint-Herblain, ce qui me donne une position politique solide, alors qu'il y a eu des déceptions à Nantes. Et je suis engagé dans la vie de la fédération. Donc je fais partie des instances fédérales. Je n'étais pas premier secrétaire, mais vraiment très associé. Et donc, tout en étant membre du bureau national également. Donc, au titre de Jean Popren, déjà. Voilà. Et donc, mon influence n'est pas négligeable. Et il y a des députés sortants. Il y a Alain Chénard, qui était élu en 78. Il y a Jean Natier, qui est du CRS. Il y a également Claude Evin, à Saint-Nazaire. Alors, comment faire, puisqu'on n'est plus dans les circonscriptions? Donc, le jeu des courants va jouer énormément. Et là, c'est 3 hommes, hein. Oui, parce qu'à l'époque, je le rappelle, c'est qu'il y a eu des femmes sur la liste, candidates sur la liste. Oui. Une a failli être élue, d'ailleurs, qui était une camarade de Saint-Nazaire. C'était à quelques voix près. Mais on ne se pose pas la question de la parité. Aujourd'hui, ce sera impensable de procéder ainsi. Et là, la question était plutôt politique. Comment on va gérer la diversité du parti? Comment on va associer dans une liste les différents courants?
Et donc, c'est comme ça que, vu ma position de point d'équilibre au sein de la fédération, on va me solliciter en disant « Jean-Marc, ça serait bien, tu conduis la liste ». Et après, parce que personne ne s'imposait pour conduire la liste. Ni Jean Nattier, CRS, ni Claude Évin Rocardien, ni Alain Chénard, qui avait perdu la mairie, etc. Donc, en fait, je suis dans la situation de conduire la liste. C'était soutenu également par le plan national. Et donc, on va faire une liste où il va y avoir Jean Nattier, Claude Évin, et Alain Chénard. Et on va faire élire 4 députés. Et en face de moi, j'ai une liste de droite, d'union de la droite, conduite par Olivier Guichard. Et là, je vais faire mes premières armes médiatiques, puisque je vais faire 2 débats radio et presse écrite avec Europe 1 et France Inter et les journaux locaux avec Olivier Guichard. Je m'en sortirai pas trop mal, mais je me souviens d'une boutade d'Olivier Guichard. Il dit, bon, finalement, entre M. Hérault et moi, il y a un point commun. Moi, je conduis une liste d'union de la droite et M. Hérault une liste d'union des courants du Parti socialiste. Alors, c'était une boutade, mais c'était pas complètement faux. Mais cette union nous a permis quand même de faire un très bon score. Parce qu'avoir 4 députés en 86... on fait plus de 36%. C'est quand même énorme. On fait plus de 36% à la proportionnelle départementale. Donc, on était encore à un très très haut niveau. Et ce qui va d'ailleurs, là encore, préfigurer ce qui va se passer en 88, c'est-à-dire le Parti socialiste, même si on perd l'élection législative de 86 avec Chirac Premier ministre, la cohabitation, Mitterrand va repartir en avant et on a un parti qui est puissant, qui est là implanté, qui a vraiment fait ses preuves et qui est sur le terrain, avec des mairies, des départements, des régions, mais surtout des militants. Et une vie démocratique politique importante, qui reste forte, quoi. C'est qu'au fil du temps, que la vie politique du parti va s'affaiblir et ça va devenir plus qu'une machine électorale, ce qui est d'ailleurs le vrai de tous les partis, en se professionnalisant, avec des permanents qui deviennent députés, etc. Enfin bref, il y a eu des dérives qu'on finit par payer assez cher et qui nous éloignent en quelque sorte du peuple. 86, tu découvres les bancs de l'Assemblée. 10 ans après, à peu près, en 97, tu deviens président du groupe. Oui, c'est vrai. Et 10 ans après que tu sois devenu président du groupe, il y a une réforme constitutionnelle, 2007, qui rentre en vigueur en 2008, pour laquelle les socialistes se sont opposés pour un certain nombre de motifs, sur un certain nombre de points, etc. Même si après, dans l'exercice du pouvoir... cette réforme constitutionnelle avait un certain nombre d'avancées, constituait un certain nombre d'avancées. Quelle est ta vision, toi qui as été donc parlementaire de 86 à 2017, même si tu as été en partie évidemment au gouvernement à ce moment-là, mais aussi donc président du groupe de 97 à 2012, puis Premier ministre, donc de l'autre côté de la barrière, j'allais dire. Oui, bien sûr. Quelle est ta vision aujourd'hui, rétrospectivement? Est-ce que tu vois une évolution des pouvoirs du parlementaire? Est-ce que tu penses qu'effectivement le pouvoir des parlementaires s'est réduit ou au contraire il a pris de l'ampleur? Est-ce que tu as vu toi-même dans ton travail de parlementaire en tant que législateur une évolution des pouvoirs du parlementaire ou pas? Les pouvoirs théoriques existent, faut-il qu'ils soient exercés, notamment le pouvoir de contrôle, les commissions d'enquête, les missions d'information parlementaire sont peut-être pas suffisamment utilisées. Après, il y a cette tendance qui s'est avérée encore plus ces derniers temps, avec la présidence Macron, d'un exécutif omnipotent, qui décide de tout. Donc le Parlement a réduit ses véritables prérogatives. Donc ça crée un déséquilibre entre l'exécutif présidentielle, au détriment même du Premier ministre et du gouvernement, au détriment de l'équilibre avec le Parlement et les pouvoirs locaux. On voit qu'on arrive au bout du système, là, et que ça présente bien des faiblesses et des risques démocratiques. Mais moi, j'ai vécu finalement 2 périodes de vie parlementaire, une période de cohabitation avec Lionel Jospin, Premier ministre, et une période majoritaire. Et la période de cohabitation, donc c'est comme ça que je deviens président de groupe, en fait. Je me souviens de Daniel Vaillant qui m'appelle en me disant « Jean-Marc, Lionel aimerait avoir un de ses proches comme président du groupe à l'Assemblée. Est-ce que tu accepterais d'être celui-là ?» Je n'ai pas du tout pensé à ce poste, mais spontanément, je lui dis « Tu me donnes 1 heure, et puis je te réponds, parce qu'il fallait répondre dans l'heure. »
Et j'ai répondu oui, même si c'était compliqué à organiser entre Oui, Nantes... parce que Nantes... J'étais plus que simple député, je devais animateur d'un groupe. Mais en fait, j'étais devenu très proche de Lionel Jospin à l'occasion de la campagne de 95. Au moment où il a fallu choisir un candidat à la présidentielle, il y a eu toute une série de jeux tactiques, de savoir qui ça serait, pas celui dont on ne voulait pas. Et finalement, ça s'est terminé par un vote des militants entre Henri Emmanuelli et Lionel Jospin. Emmanuelli, premier secrétaire. Et contrairement à d'autres, toi, tu ne fais pas de choix du premier secrétaire. Non, et bien que je n'étais pas hostile à Henri Emmanuelli, mais je ne le voyais pas dans ce positionnement pour porter la campagne des élections présidentielles. C'est tout. Je n'avais pas d'hostilité à sa personne ni à ses orientations politiques. Et donc j'avais pensé, avant même que le nom sorte, à Lionel Jospin, que j'avais apprécié comme premier secrétaire, je vais voir Daniel Vaillant, avant même que son nom circule. Je vais voir Daniel Vaillant à la suite d'un bureau national, je lui dis, écoute Daniel, moi je pense que Lionel devrait y aller, et s'il y va, je le soutiens. Alors, il dit, écoute, et le lendemain matin, j'étais invité au domicile de Lionel Jospin pour prendre un petit déjeuner. Le lendemain matin. Ça a été Comme quoi Daniel transmettait bien les messages. C'est clair, le circuit était très court. On parle beaucoup des circuits courts oui, aujourd'hui, mais là c'était le cas. Il y avait la confiance et puis... Bio et court. Puis il y avait de l'amitié. Moi, je m'entendais sûr. bien avec Daniel Vaillant, etc. Bon, bref, il y avait du respect. Et Lionel m'écoute, me dit, j'ai pas encore pris ma décision, mais c'est vrai que j'y réfléchis, est-ce que tu vas rendre ça public, etc. J'ai dit oui, je vais le rendre public. Et puis si ça se fait, je t'associerai dans mon équipe de campagne. Donc ça c'est fait, la suite tu la connais, et bien fait. C'était un vote à la loyale. Oui. Bon, il n'y a pas eu de polémique. Henri a été hyper solidaire. Ça s'est très bien passé, la campagne intermédiaire. Henri a fait du Henri, quoi. Oui, voilà, parce que c'est quelqu'un qui avait des principes. Oui. Il se battait, il pouvait être virulent, etc. Mais après, c'était droit. La loyauté. Moi, je l'ai vécu comme Premier ministre. C'était pas quelqu'un qui tirait dans les pattes. Il pouvait exprimer ses désaccords, mais il ne le faisait pas de façon malveillante ou excessive. Non, c'était quelqu'un de droit. Et donc, Lionel me propose d'être dans son équipe de porte-parole. C'est comme ça que je vais me retrouver avec Martine Aubry, Georges-Paul Angevin, Dominique Strauss-Kahn, et on est 5 ou 6 porte-parole. Donc on est associés à tout. Et on va vivre les premières tendances du premier tour de l'élection présidentielle en petit comité. Et là, c'était hyper émouvant. J'ai même vu Lionel Jospin, les larmes aux yeux. Oui, très ému, parce que, arrivé en tête, c'était un parti qui avait vécu 93, on se disait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Alors, il ne se faisait pas d'illusions, il ne pensait pas gagner, mais c'était une belle campagne, un beau résultat, et surtout le socle qui nous permettait de repartir. C'est comme ça qu'il va reprendre la direction du parti, et c'est 97. Alors, en 97, étant devenu proche de Lionel, c'est comme ça que Daniel Vaillant me dit, Lionel aimerait bien que tu acceptes cette fonction. Il avait sollicité d'autres qui avaient refusé, etc. Bon, et j'accepte. Et là, je vais vivre la cohabitation. Et la cohabitation, on savait où était notre adversaire politique, il était à l'Élysée. Donc on était sur nos gardes en permanence. Le Premier ministre, ses ministres, et le groupe parlementaire. Et au Sénat, on était minoritaire, mais c'était Claude Estier qui présidait le groupe des sénateurs. Un autre proche. On s'entendait très bien également. Et Lionel Jospin a mis en place une forme de gouvernance où tous les mardis matins, début de la semaine politique, la semaine parlementaire, avec le premier secrétaire François Hollande, Claude Estier et moi, nous étions à Matignon avec le Premier ministre, son directeur et directeur adjoint de cabinet, son ministre des Relations avec le Parlement et son chef de cabinet. C'est tout. C'était élargi de temps en temps, quand il y avait des gros sujets, au président de commission, parce qu'on avait des présidents de commission socialistes, et où Lionel présentait ses orientations et ses éventuels arbitrages. On était vraiment associés. Et je dois dire que là, la démocratie parlementaire a joué à fond. Et parce que on était dans un système purement parlementaire. Par exemple, la loi sur les 35 heures, qui était quand même une loi très importante, très ambitieuse et à la fois complexe, on l'a élaborée conjointement. On a le conseiller parlementaire de Martine Aubry, c'était Olivier Faure à l'époque, je me souviens très bien, qui défendait très bien les points de vue de sa patronne, mais on avait une vraie discussion.
On a fait l'APA, par exemple. Oui, bien sûr, grande réforme sociale. On avait des débats extrêmement forts sur faut-il faire participer les familles sur succession, etc. Enfin bref, c'était des débats où on peut dire qu'entre l'exécutif dirigé par Lionel Jospin et la majorité parlementaire, les socialistes principalement, mais aussi les autres groupes, parce qu'on était la majorité plurielle, avec qui on s'entendait pas mal. J'ai découvert Alain Bocquet, avec qui j'ai lié des liens d'amitié, hein, c'était très intéressant. On avait une vraie... Député communiste du Nord. Absolument. Grand député communiste du Nord. Grande implantation locale, et c'est vrai aussi. Et donc, en fait, on a vécu une vraie vie parlementaire. Et alors après, effectivement, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui et comment je l'ai vécu dans d'autres circonstances, on voit bien que finalement ça fonctionnait, et que ça fonctionnait de façon efficace. C'est-à-dire, on pourrait dire c'est plus lent, c'est plus compliqué. En réalité, on crée du consensus sur un certain nombre de réformes difficiles, alors que quand on veut passer en force, qu'on n'accepte quasiment pas d'amendements, notamment venant de la majorité, ça crée énormément de frustration. Donc à méditer pour la suite. Moi, je ne suis pas pour le grand soir constitutionnel, la 6e République, comme certains le préconisent, mais je suis quand même pour une évolution des pratiques. Et je ne suis pas favorable à ce que l'exécutif se soit de plus en plus concentré sur l'Élysée, qui n'en a pas les moyens. Même la politique étrangère, qui est faite principalement au Quai d'Orsay, en termes d'outils de production, on va dire, des politiques publiques. Certes, le président de la République, c'est l'arbitre principal de toute la politique internationale. C'est comme ça que j'ai fonctionné moi-même quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Je voyais en tête-à-tête François Hollande toutes les semaines. On avait vraiment on aboutissait à un vrai consensus. Mais l'organisation, l'efficacité de l'outil diplomatique, si on ne demande plus rien et qu'on concentre ça entre 5 ou 6 conseillers à l'Élysée, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dans la durée, ça ne marche pas. On peut lancer des idées, mais la mise en œuvre, ça ne fonctionne pas. Et il faut une administration, de toute façon, derrière, et des politiques donc, qui s'assurent que l'administration suive. Alors, si on voulait faire un système à l'américaine, ça ne serait pas un système où le président aurait plus de pouvoir, ce serait un système où il a moins de pouvoir. Oui, c'est le Parlement qui a le plus de pouvoir aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense. Et les juges. Oui, en partie les juges. Ça, la Cour suprême a beaucoup de pouvoir. Les juges de la Cour suprême. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire évoluer ces pratiques dans un sens beaucoup plus équilibré. Et puis, notamment, soit cette réalité qui a été renforcée par les lois de décentralisation Mitterrand, Mauroy de Fer, hein, qui a été vraiment un tournant historique, qui a donné des pouvoirs très importants aux communes, départements, régions, et puis perfectionné au fil du temps. C'est une donnée politique nouvelle. Il ne s'agit pas de faire un État fédéral à l'allemande ou à l'espagnole même, ou à l'autrichienne, mais n'empêche que c'est une réalité. La puissance publique est diverse. Elle n'est pas uniquement de l'État. Toutes les grandes politiques publiques, je l'ai vécu comme Premier ministre, je me suis rendu compte très vite, et mes expériences de maire m'éclairaient aussi, c'est qu'aucune grande politique publique ne peut se faire s'il n'y a pas l'engagement concret, financier, organisationnel des collectivités territoriales. La politique du logement, par exemple, notamment du logement social, mais aussi la transition énergétique, ça ne sera pas sans l'engagement extrêmement déterminé des collectivités locales. Mais même la sécurité, puisqu'on signe des contrats de sécurité. Bien sûr. Même l'éducation, tout ça sont des domaines régaliens, mais les contrats locaux d'éducation, etc. Oui, puis même les travaux dans les écoles, les collèges, les lycées, tout ça. Le périscolaire, on l'a bien vu. Moi, je l'ai vécu avec l'organisation des rythmes scolaires. C'est vrai qu'un des défauts de cette réforme, c'est de ne pas avoir anticipé, en associant en amont, les élus locaux. On a eu des difficultés, notamment à Paris, et ça venait de là. Tu es élu donc président du groupe en 97. Tu nous as parlé de cette période quasiment d'âge d'or, en réalité 97-2002. C'est une expérience qui est éclairante. Voilà. Mais ensuite, tu y restes président du groupe encore 10 ans. Et 10 années... Je suis resté 15 ans en tout, c'est-à-dire j'ai battu les records même de Gaston Defferre. C'est ça. 10 ans compliqués, parce que c'est les lendemains de la défaite de Lionel, la cruelle défaite de 2002, la déception de 2007 aussi, avec la non-victoire de Ségolène. Donc le groupe est à ce moment-là tiraillé. Et ça se voit d'ailleurs dans les légitimes, qui est d'autres candidatures que la tienne, mais ça se perçoit dans ce mouvement-là. Quel est le lien, au-delà de la difficulté de faire vivre un groupe qui est évidemment tiraillé après 2 défaites, quel est le lien entre le groupe et le parti
à ce moment-là. Parce que c'est quelque chose quand même qui a toujours fait partie justement un peu des difficultés même du temps de la SFIO, de la relation entre le parti, la décision du bureau national ou du comité directeur, peu importe le nom qu'il porte à l'époque, et le groupe parlementaire, c'est-à-dire les parlementaires sont libres de leur vote, mais en même temps ils appartiennent à une organisation politique à qui ils doivent leur élection. Bah, il y a une discipline de vote, pas toujours respectée. Pas toujours. Pas toujours respectée. Donc comment ça se passe ce lien entre 2002 et 2012 ? D'abord, moi je veille parce que je suis été élu président de groupe en 97, et au moment des législatives, après la défaite de Lionel Jospin, je suis élu député, réélu député, mais au premier tour. Donc, ce qui fait que je vais, entre les deux tours, aller faire campagne un peu partout, pris un petit avion, j'ai été soutenir pas mal de candidats, mais ça a été un fait politique. Peu ont été élus au premier tour. Ça t'a renforcé, c'est sûr. Oui, bien sûr. Et donc, ça se passe bien, même s'il y a eu une petite tentative de Laurent Fabius de reprendre un poste de président de groupe, mais finalement ça n'a pas duré, et donc je suis réélu président de groupe. Mais et la suite, tu la connais, puisque j'ai été 3 fois président de groupe. En fait, moi, je vais veiller à assurer que la diversité du groupe, parce que nous sommes un groupe avec des sensibilités diverses, des personnalités diverses, soit vraiment associée. Il n'y a pas un patron et puis tout le monde suit derrière. Donc, je vais veiller à animer ça. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des périodes de grandes difficultés. La plus grande difficulté, c'est le moment du référendum sur l'Europe. Là où il y a une vraie fracture, un groupe quasiment coupé en deux. Donc moi, je vais veiller, et je ferai vraiment à ce qu'on ne se déchire pas, que ça n'aille pas jusqu'à la rupture ultime, alors que certains font campagne pour le non, bien que le PS fasse campagne pour le oui. C'est pas rien, hein. Donc il faut préserver l'avenir. Et je veille avec scrupuleusement à être en lien avec le premier secrétaire. C'est comme ça qu'avec François Hollande, on va apprendre, on avait déjà appris avec Jospin, 97, extrêmement riche comme expérience, associé à Matignon, enfin, ce qui nous approche de l'exercice du pouvoir, lui comme moi. On a dit, vous n'avez pas été ministre, mais en fait, on voyait comment ça se passait, on était habitués aux arbitrages. Et puis oui, c'est la même critique qui a été faite à Lionel Jospin quand il arrive en 88, alors qu'il avait été associé à toutes les décisions en 80, 86. Bon, ça n'a pas duré, ce genre de critique. Et donc je veille après ça à avoir un lien étroit avec le premier secrétaire. Donc chaque semaine, je commence la semaine avec une réunion avec le président du groupe du Sénat, alors c'était Jean-Pierre Bel pendant longtemps, et François Hollande. Qu'on reçoit après. Donc ça me fait plaisir aussi, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et en plus, il était président du Sénat. Et avec François Hollande, on n'est souvent que 3. Et là, on discute politique, et on discute vraiment librement, et on regarde tout ce qui peut se passer dans la semaine, les difficultés qu'il peut y avoir, notamment avec les groupes parlementaires, sur des questions de fond, comment on va traiter telle question d'actualité. Donc on a une habitude qui va durer, et qui fait d'ailleurs qu'à un moment, on a tellement une pratique commune depuis 1997 avec François Hollande, qu'en même temps je joue ce rôle d'équilibre et de pivot au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Ça sera un des arguments, plus l'expérience de maire de Nantes, d'une grande ville, qui fera que François Hollande m'appellera pour Matignon, même s'il m'en a jamais parlé. C'est juste à la fin que la question se pose. Il m'avait juste dit, pendant la campagne des présidentielles, prépare-toi et protège-toi. Bon, sibyllin, mais on ne sait jamais. Mais après, il en a la porte étant entrebâillée, quoi. Voilà. Et il en a reparlé qu'après son élection, mais ce que je comprends fort bien. Donc, en fait, moi, je vais veiller en permanence, et c'était vrai dans les périodes de grande turbulence, notamment, comme je l'ai évoqué, la période du référendum sur l'Europe, qui sera, pour certains, un grand déchirement, une grande difficulté, qui nous isolera aussi au sein de l'international socialiste, enfin, du Parti socialiste européen. Hein. Je me souviens être allé participer à une réunion des parlementaires socialistes européens en Allemagne peu après. C'était dur, hein. On était embarrassés de ce qui s'était passé, parce qu'on voyait bien les conséquences. Et d'ailleurs, de tous les entretiens, quand d'autres, comme Claude, Dominique, etc., parlent de ce moment-là, ou François, on sent que cette fracture, elle demeure encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours ceux qui pensent que on aurait pu, à ce moment-là, faire le choix de l'abstention, comme François Mitterrand l'avait fait en 1972, et puis celles et ceux qui, au contraire, pensent que on ne pouvait pas ne pas prendre position par rapport à un sujet aussi important. Toi,
tu demeures convaincu qu'il fallait prendre position pour le oui ou pour le non, mais en tous les cas, une position pour le Parti socialiste à ce moment-là. François Hollande lui-même, alors peut-être qu'il a fait une erreur, j'en sais rien, a consulté les socialistes pour savoir s'ils étaient pour le traité. Et il avait voté largement oui. Oui. Donc ensuite, il y a des divisions. D'un côté, il y a Mélenchon qui va prendre sa liberté et son indépendance par la suite. Par la suite, oui. Laurent Fabius, mais qui restera quand même Parti socialiste, puis d'autres. Mais j'ai perçu, dans la campagne du référendum, assez tôt, qu'on faisait fausse route. Que le traité tel qu'on le présentait était incompréhensible pour beaucoup de gens et suscitait énormément d'inquiétude. Qu'il y avait un saut dans l'inconnu qui faisait qu'une partie des électeurs, de bonne foi, s'interrogeaient. Et notamment les électeurs socialistes. Pas tous. Mais ce n'était pas un vote pour ou contre l'Europe. Et c'est d'ailleurs nous-mêmes dans la campagne, où on a fait campagne parfois sur des tréteaux avec la droite, qui a troublé certains de nos électeurs. C'était pas pour ou contre l'Europe. Pour beaucoup d'électeurs, c'était qu'est-ce qu'il y a dans ce traité, qu'est-ce que ça va toucher fondamentalement notre propre souveraineté, vers quoi on va, vers quel modèle on va. Et donc il y avait beaucoup de confusion, et je pense, et à un moment de la campagne du référendum, sentant cet éloignement progressif de nos électeurs, d'une partie de nos électeurs, et je voyais poindre le non l'emporter, j'appelle François Hollande, je lui dis, écoute François, il faut réorienter notre campagne. Cette campagne telle qu'elle est positionnée, ça ne va pas. Alors il ne s'agit pas de voter non, mais de dire un oui de gauche. Et pourquoi? Et quel contenu? Et il m'a dit, c'est trop tard, on ne peut pas, laisse tomber. Mais j'avais des études, hein, je travaillais avec Stéphane Rosès à l'époque, qui m'avait expliqué, j'ai dit, vous allez perdre. Puis ça s'approfondissait. Et donc ça, et puis depuis, l'Europe a montré qu'il fallait qu'elle évolue. Ouais. Et elle a beaucoup évolué d'ailleurs. Alors elle a beaucoup évolué, avec la crise de 2008. Avec la crise du Covid, de façon spectaculaire. C'est-à-dire que ce qui nous était refusé, c'est-à-dire remettre en cause cette orthodoxie budgétaire, remettre en cause le refus d'emprunter, par exemple, pour financer les investissements, la crise a accéléré en quelque sorte une mutation. D'ailleurs, un des défis politiques, pour la France notamment, mais pour la gauche, c'est que ça perdure. C'est-à-dire que après la fuite du Covid, la crise du Covid, il ne faut pas qu'on revienne comme avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que les élections allemandes sont importantes. Absolument. Qu'est-ce qui va sortir des élections fédérales? Quelle coalition? De septembre 2021, et quelle coalition, quelle orientation? Et quand on regarde les programmes des partis, les chrétiens démocrates, il faut revenir à 100% à l'équilibre budgétaire, les libéraux, il faut revenir à 100% à l'équilibre budgétaire, donc ça va poser problème. Et comme on sait que devant nous, on n'a pas seulement une crise à financer, mais la transition énergétique qui va demander des milliards et des milliards, je dirais des centaines de milliards d'investissements, il faut revoir aussi les bases, les règles comment dire, de contrôle budgétaire. Donc ce débat, il est encore devant nous, mais il s'est clarifié. D'ailleurs, il s'est clarifié au point que les adversaires du oui à l'époque, comme Jean-Luc Mélenchon, ne disent plus qu'il faut sortir de l'Europe. Non. Parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une machine infernale. On l'a vu avec le Brexit. Donc, mais il reste devant nous énormément de questions qui ont déjà été posées en 2005 et qu'il faut quand même éclairer. J'ai une dernière petite question, Jean-Marc. Tout à l'heure, tu as fait référence au fait que les dynamiques politiques locales de 76, 77, également 79, si on veut bien se souvenir des élections cantonales de 79, où beaucoup de départements avaient basculé à gauche, avaient conduit à la victoire de 81, et on pourrait reprendre ainsi de suite les élections, soit en faveur de la gauche, soit en faveur de la droite, d'ailleurs. Bon. Ce qui est marquant dans ces dernières années, c'est que la gauche, finalement, aux dernières municipales et régionales et départementales, a fait quelques conquêtes, certaines assez symboliques, mais en tous les cas a réussi à conserver ses bases. Mmh. Aux dernières régionales, elle n'a perdu aucune région, ce qui n'était pas gagné d'avance. Aux dernières départementales, elle n'a pas reconquis de département, sauf un ou deux, mais elle en a perdu un ou deux, donc les choses s'équilibrent. Mais c'est quand même les forces classiques qui sont demeurées à la tête des villes, des régions, des départements, PS et Alliés, LR, UDI un peu parfois, et que les forces politiques qui, au niveau national, semblent performer le plus, ou semblent attirer le plus d'intentions de vote, le FN, le RN,
LREM et LFI, d'autre part, qui sont 3 blocs assez conséquents, plus ou moins, eux ne performent absolument pas au niveau local, se prennent des tôles assez monstrueuses au niveau local, et cette famille politique, la social-démocratie, le Parti socialiste, etc., au sens large, lui, garde ses positions au niveau local, mais ne semble pas, à ce stade, suffisamment performer au niveau national. Est-ce que tu penses c'est la fin de cette homogénéité, en quelque sorte, entre les scènes politiques locales et nationales, auxquelles tu faisais référence tout à l'heure? Oui, mais c'était déjà à l'œuvre depuis un moment. Hein. Et l'élection présidentielle, enfin, notre système institutionnel, il pousse. Et puis la vie des partis s'est asséchée. Hein, et on en a parlé. Et donc les partis n'attirent plus. Ils apparaissent un peu comme repoussoirs, même au profit d'engagement d'autres formes, notamment associatives. C'est vrai dans la jeunesse, par exemple. Non, c'est à la différence de 93. Je me souviens, François Mitterrand nous avait dit, bon, vous avez perdu, mais vous verrez, vous reviendrez plus vite que vous ne le pensez. Et effectivement, ça s'est produit comme ça. Mais on était dans un creux de cycle et on est remonté. Mais là, je pense qu'on n'est pas que dans un creux de cycle, on est dans une mutation profonde, avec des questions nouvelles, la question de la souveraineté, la question de la transition énergétique et avec le changement de modèle que ça implique et donc les angoisses que ça produit. Hein, quand vous dites à l'industrie automobile ou aéronautique, il va falloir muter et ça va se traduire par des dizaines de milliers de suppressions d'emplois, ça fait peur à beaucoup de gens et notamment la classe ouvrière et les classes moyennes sont très sensibles. Elles peuvent être sensibles aussi à un discours populiste ou à un discours, d'un seul homme ou d'une seule femme qui va tout résoudre. Mais souvent, ça provoque de l'illusion. Donc il faut sortir de cette illusion. Et donc c'est peut-être là que les partis doivent reconstituer une force intellectuelle, une force idéologique, et apporter des garanties, hein, et notamment aux classes les plus modestes, les classes populaires, les classes moyennes, et qui sont majoritaires dans notre pays. Et je crois que ce travail est commencé, mais il est loin d'être abouti. Et donc, il y a encore un potentiel politique. Les élections municipales ou régionales ont montré que ces forces, quand elles sont incarnées par des hommes et des femmes de qualité, qui font leurs preuves, qui sont jugés sur pièce dans leur commune, leur département ou leur région, c'est une force qui existe, hein, qui ne disparaît pas, mais ce n'est pas pour autant le parti qui est représenté à travers ça. C'est plus les hommes et les femmes qui sont dans l'engagement, qui sont ancrés dans leur territoire, qui font qu'on leur fait confiance. Mais c'est quand même un potentiel. Et c'est pour ça que je crois que pour la prochaine élection présidentielle, il sera important de mettre en avant ces nouvelles figures, ces nouvelles générations, parce que là, il y a un renouvellement générationnel qui est réel et qui était nécessaire, qu'on va retrouver au niveau des communes, départements et des régions. Donc, l'avenir n'est pas écrit définitivement, il y a encore de l'espoir, et l'espoir, c'est de rester aussi fidèle à des valeurs et à des aspirations, notamment de justice sociale, d'égalité et de fraternité, parce qu'on est dans une société tellement clivante qu'on exacerbe les passions identitaires et qu'il faut trouver ce que nous avons en commun pour qu'on continue de vivre en République de façon plus sereine et plus généreuse. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.